Séjour riche et studieux pour Blaise Compaoré en République de Guinée. Le chef de l'État a visité le port en eau profonde de Samandou et échangé sur la construction du chemin de fer Conakry-Ouagadougou. Caravane du Front républicain dans le sud-ouest, le regroupement de partis politiques a mobilisé ses militants autour des thèmes sur la paix et la concorde nationale. Et puis, situation agricole au Sahel, en dépit d'un démarrage précoce de la saison des pluies, l'évolution des cultures est timide, laissant les agriculteurs inquiets. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Arrivé en fin de matinée à Ouagadougou pour une visite privée, le président togolais Faure Gnassingbé est reparti cet après-midi aux alentours de 16h30. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui l'a accompagné à son départ. Rien n'a filtré de cette visite. Le Burkina et le Togo, cependant, sont deux pays frères qui entretiennent de bons rapports d'amitié et de coopération et nourrissent de grands projets pour les deux pays. Les images sont signées de Sanou Souleymane. La construction d'une ligne de chemin de fer entre Conakry et Ouagadougou a été l'un des sujets principaux des échanges entre Burkinabés et Guinéens lors du voyage du président du Faso en Guinée. La réalisation d'un tel projet nécessite l'implication de trois pays, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Des précisions avec Viviane Kendrebero. La construction d'un chemin de fer entre Conakry et Ouagadougou devrait constituer pour le Burkina Faso une ouverture supplémentaire vers la mer. Sa réalisation concerne les trois pays que les rails vont traverser, la Guinée, le Mali et bien sûr le Burkina Faso. Nous avons déjà signé avec mon frère et ami Ibrahim Keita l'accord pour la construction du chemin de fer Conakry-Kankan et Bougouni et Bamako. Nous avons même fait déjà la requête. Les deux premiers ministres ont signé déjà la requête pour le financement. Nous avons prévu que ce chemin de fer soit prolongé jusqu'à Bobo-Dioulasso. Donc l'accord est déjà signé et même je crois que le chronogramme a déjà été élaboré. Et ils ont prévu une rencontre avec un siège permanent ici, avec deux représentants guinéens et un représentant malien. Guinéens et Maliens attendent maintenant l'engagement des Burkinabés pour que cette ligne Conakry-Bamako-Bobo-Dioulasso devienne une réalité. Et puis, le président du Faso s'est rendu sur le site de construction du port en eau profonde de Simandou. Avec son hôte, le professeur Alpha Condé, il a pu découvrir un plan du projet d'exploitation du minerai de fer guinéen. Retour sur cette visite avec nos envoyés spéciaux Alassane Zéo, Viviane Kendrebero. Le site de construction du port en eau profonde est situé à 15 minutes de Conakry à vol d'oiseau. À leur arrivée sur le chantier, les deux chefs d'État ont pu voir l'état d'avancement des travaux. Ce port en eau profonde devrait permettre d'exporter le minerai de fer extrait du sous-sol guinéen. Ce projet Simandou est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement guinéen, le géant australien Rio Tinto et d'autres partenaires comme le chinois Chalco. Ce que nous avons admiré ici, c'est bien sûr cette organisation de partenariat, mais qui permet toutefois à la Guinée d'être au cœur du processus qui va prendre bien sûr des années, mais qui va rapporter, avoir des apports positifs pour l'économie de la Guinée. Le projet Simandou implique la construction d'une ligne de chemin de fer d'environ 670 km entre le site de production et le port en eau profonde situé dans la préfecture de Forêt-Caria. La production attendue est de 95 millions de tonnes de minerai de fer par an à plein rendement. En chiffres, les investissements s'élèveraient à plus de 20 milliards de dollars US. Le gouvernement guinéen a accordé au projet Simandou le statut de projet d'intérêt national. En termes de création d'emplois, environ 3600 Guinéens ont travaillé sur le projet depuis 2012.
Au Burkina Faso, la caravane du Front républicain a bouclé hier par Gawa sa tournée dans le sud-ouest. 2 jours pour prêcher la bonne nouvelle de la paix et de la démocratie dans la région. Ce regroupement de partis politiques de la majorité et de l'opposition a bâti son message autour de la poursuite du dialogue et de la concertation de tous les Burkinabés pour préserver la paix dans le pays. Reportage signé Godefroy Bazier. Ce sont de véritables messagers de la paix qui se sont présentés aux populations du Sud-Ouest vendredi et samedi. Les responsables du Front républicain ont multiplié à Oronkwa, Dano, Wessa, Amélé, Diebougou, Bati et Gawa les appels au dialogue et à la concertation pour travailler en faveur du Burkina, seul combat qui vaille. Assimi Kwanda, Maître Herman Yamego, Ramwe Drago, Ali Yoda, Amadou Djamdioda Diko, en véritable tribun, ont souligné que seul l'intérêt du pays compte au-delà des ambitions personnelles. Dans cette période et dans ce contexte où il y a des débats entretenus, il était de notre devoir du Front républicain qui prône la paix, qui œuvre pour la paix et la démocratie et qui œuvre à la promotion des valeurs républicaines, de l'humanisme, d'initier quelque chose pour aller au contact des populations et leur porter un message. Et nous avons été très satisfaits de constater que ces populations partageaient les mêmes idéaux que nous, partagent ce même amour pour le pays et partagent également cet engagement pour la démocratie, pour la stabilité du Burkina Faso. Dans toutes les localités visitées, le Front républicain a aussi rappelé que si la classe politique burkinabé n'arrivait pas à un consensus, il serait judicieux de s'en référer au peuple à travers le référendum. Ainsi, la question de l'article 37 se réglait une bonne fois pour toutes. Bref, les populations de la région ont manifesté leur adhésion à cette initiative qui les implique davantage dans la consolidation de la démocratie. Questions, contributions et professions de foi ont été leur quote-part à la réussite de cette caravane. Le Sud-Ouest a ouvert ses bras au Front républicain. Depuis que notre caravane a démarré, nous n'avons que des satisfactions partout. Des mobilisations de taille. Femmes, hommes, jeunes. C'est quelque chose qui nous encourage. Le Sud-Ouest est prêt à monter au front pour défendre la démocratie et la paix que le Burkina connaît depuis quelques décennies, principale leçon de cette tournée politique dans la région initiée par le Front républicain. Et à la fin de cette tournée qui a été un succès vu la mobilisation des populations dans les différentes localités traversées, une déclaration dite de Gawa a été lue. Cette déclaration de Gawa appelle la classe politique burkinabé et les forces vives à s'associer pour une relance du dialogue démocratique. En voici un extrait lu par Michel Ouedraogo. La déclaration de Gawa se veut un appel à la classe politique et aux forces vives de la nation. Le Front républicain s'engage pour sa part à poursuivre des actions en direction de l'ensemble des forces vives de la nation pour assurer à notre pays un développement durable dans la paix et la stabilité. Appel de Gawa. Considérant la valeur inestimable de la paix dans toute entreprise démocratique et de développement durable, considérant que les options les plus éprouvées par la promotion de la paix et de la démocratie sont le dialogue et l'arbitrage du peuple, que fort à propos, les instruments internationaux et nos traditions nous y engagent, que tenant compte des exhortations des populations lors de la grande caravane dans la région du Sud-Ouest, entamée par le Front républicain les 18 et 19 juillet 2014, à la préservation de la paix, que prônant la cohésion dans la diversité, nous, membres du Front républicain, réitérons notre appel à la classe politique et aux forces vives au-delà des différences, à s'associer au Front républicain pour une relance du dialogue démocratique au Burkina Faso, à privilégier
l'intérêt national pour la promotion d'actions de tolérance et d'acceptation mutuelle, à consolider les valeurs et les acquis républicains. Fait à Gawa le 19 juillet 2014, le Front républicain, la cohésion dans la diversité. Le cadre de réflexion et d'action démocratique a un nouveau siège. L'inauguration de la maison du parti a eu lieu hier 19 juillet devant les militants. Occasion qui a permis au parti de faire un discours sur la situation sociopolitique de notre pays. Le reportage est signé Claudine Bikaba. Le mouvement politique cadre de réflexion et d'action démocratique cadre a enfin son siège. L'inauguration de ce nouveau cadre de rencontre des membres et sympathisants du mouvement a réuni ce monde dans un lieu où se mèneront désormais des débats et des concertations. Un mouvement sérieux doit effectivement avoir un endroit où effectivement se rencontrer avec ses militants, éventuellement avec tous ceux qui désirent effectivement avoir des aspirations au niveau de ce mouvement. Voilà pourquoi nous avons tenu effectivement à avoir ce lieu de rencontre, de formation surtout, de formation politique pour tous les jeunes qui veulent réellement s'engager au développement de notre pays. Le secrétaire exécutif national s'est prononcé sur la situation sociopolitique actuelle du pays. Il faudra que le débat national, nous l'avons dit ce matin, soit regardé dans toute sa profondeur et analysé sérieusement parce que les dangers qui nous guettent en 2015 sont très sérieux. Et donc, on n'est pas ici là ce matin pour divertir les gens. Il faut une mobilisation consciente et verticale. Et pour ça, il faut une élévation politique et idéologique des militants et de la jeunesse burkinabé pour engager le vrai combat dans les jours à venir. Les discours du mouvement et la visite des locaux ont été au menu de cette inauguration. Le cadre existe depuis 2008 et est implanté notamment dans les communes de Dédougou, Tenkodogo, Toma, Yaba, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, en partenariat avec celui de la promotion de la femme et du genre, a organisé à Bobo-Dioulasso un atelier de renforcement des capacités des gendarmes en santé de la reproduction. L'ouverture des travaux a eu lieu ce jeudi 17 juillet 2014 en présence d'une centaine de participants venus notamment de l'école de la gendarmerie nationale. En plus de la santé et de la reproduction, les thèmes en matière de développement personnel et enfin de la carrière au sein de la gendarmerie nationale ont été développés. Le reportage est de Moumouni Baro. Ce sont 100 gendarmes, dont ce sont 10 filles et femmes en majorité des élèves de l'École nationale de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Ils reçoivent ici un cours magistral donné par le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre sur le développement personnel, de santé sexuelle et reproductive et également sur les perspectives de carrière au sein de la gendarmerie nationale. Cette formation vise donc à renforcer les efforts d'intégration des filles au sein des forces armées. L'idée, c'est vraiment de venir s'entretenir avec eux sur les comportements sexuels responsables et quels sont les outils à utiliser pour pouvoir faire de bons choix et se préparer sur le plan professionnel en ayant en tout cas tout le bagage nécessaire pour réussir la profession. Nous mettons l'accent sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Les participants apprécient à juste titre la tenue de cet atelier, un atelier qui pourrait leur permettre de tirer un meilleur profit. C'est un module vraiment intéressant. Ça nous permet de nous connaître nous-mêmes d'abord personnellement. Les précautions qu'il faut utiliser, je me dis que ça va beaucoup nous servir. On nous montre déjà comment nous maîtriser. Je pense que ça va nous permettre de renforcer nos connaissances sur la reproduction sexuelle. On parle de beaucoup de choses, l'affirmation de soi, la connaissance de soi, le développement personnel en général. Ça nous permet en tout cas de mieux se connaître pour aller de l'avant. Cet atelier de 48 heures a été rendu possible grâce au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. C'est dire donc que l'intégration des filles et des femmes dans les forces armées nationales nécessite l'implication de tous pour leur prise en charge.
Sortie de promotion des élèves maîtres des écoles nationales des enseignants du primaire, près de 4000 instituteurs adjoints certifiés ont reçu ce matin à Bobo-Dioulasso leur diplôme de fin de formation. C'était au cours d'une double cérémonie au cours de laquelle l'ENEP de Bobo-Dioulasso a célébré ses 20 ans d'existence. Le compte-rendu est signé Kwame Bama, Sylvain Vebamba. Par cette cérémonie nationale de sortie des élèves maîtres, la première pour des instituteurs adjoints certifiés, IAC formés en 2 ans, ce sont 3866 enseignants du primaire qui ont reçu leur diplôme de fin de formation. Sur 3872 candidats au départ, 3866 ont passé avec succès leur examen, soit un taux de 99,89% pour l'ensemble des 6 ENEP. La formation s'est très bien passée. On a eu à faire les stages pratiques. Bien vrai, nous avons eu des difficultés, mais on a eu à les surmonter. Au niveau théorique, même au niveau pratique, on nous a beaucoup appris. Nous nous sentons prêts pour aller en classe parce qu'on a même déjà fait un pas. Nous savons très bien que ce n'est pas du tout facile, mais avec les conseils, nous espérons que ça ira. Un double événement car l'ENEP de Bobo-Dioulasso qui accueille cette sortie de promotion dont le thème est « Place et rôle des ENEP dans la mise en œuvre du continuum éducatif » célèbre ses 20 ans d'existence. Je vous invite à garder à l'esprit ce talent de combativité, de perfection, de succès dans toutes vos activités scolaires futures. Sachez que vous êtes incontournables dans la réalisation et la réussite de nos objectifs actuels du continuum éducatif. Le président de l'Assemblée nationale qui a accompagné cette sortie de promotion n'a pas manqué de conseils pour ses IAC et a dit tout l'intérêt pour le Burkina de former des enseignants qualifiés. Je voudrais féliciter le gouvernement pour les grandes réformes engagées dans le secteur de l'éducation et des enseignements. Ces grandes réformes ont porté leurs fruits dans les domaines des infrastructures, de l'équipement et surtout de la formation professionnelle. Le fait de porter la formation dans les ENEP à 2 ans va contribuer énormément à l'amélioration de la qualité de l'éducation et je voudrais saluer tous ces efforts entrepris par le ministère en charge de l'éducation nationale pour une formation de qualité. Les élèves les plus méritants ont reçu en plus de leur diplôme des prix d'encouragement. Et à l'occasion, des agents ayant travaillé à l'ENEP de Bobo-Dioulasso ont également été décorés. Et puis, l'excellence à l'école primaire a été célébrée le 19 juillet 2014 dans la région du Sahel. Organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, la journée de l'excellence présidée par le gouverneur de la région, M. Bouraïma Yogo, a permis de récompenser 43 élèves et agents qui se sont illustrés par leur travail. Le reportage est de Vincent Kiendreveo. La moisson après le labeur pour les élèves et le personnel les plus méritants de la région du Sahel. Les acteurs de l'éducation de cette région ont célébré l'excellence le samedi 19 juillet 2014 à Dori. Une initiative de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Sahel pour encourager les efforts ayant abouti à des résultats scolaires exceptionnels cette année. Nous sommes passés de 57% de taux de réussite en 2013 à 80% de taux de réussite en 2014. Et du point de vue aussi des indicateurs, l'indicateur qui nous impressionne le plus, c'est celui de l'admission. Parce que pour une première fois dans la région, nous avons pu recruter 35 000 enfants à l'école primaire. Et si nous comparons par rapport aux projections, nous avons réalisé un taux de recrutement de 85% des prévisions initiales. Donc si on regarde rien que ces 2 indicateurs, vraiment nous avons beaucoup de motifs de satisfaction. Des fournitures scolaires, des engins, des tablettes numériques, des ordinateurs portables, entre autres, ont constitué les lots distribués aux lauréats avec l'appui de certains partenaires. La LONABE, comme vous le savez, intervient dans plusieurs secteurs, dont l'éducation. Et donc nous ne pouvons pas rester insensibles, surtout lorsqu'on parle d'excellence. Et en plus de cela, il y a le fait que la région du Sahel est une région où les indicateurs de l'éducation étaient vraiment au rouge. Donc c'est une des raisons qui nous a motivés à vraiment accompagner la région du Sahel dans cette activité.
Sauf qu'on sait que le métier d'enseignant n'est pas du tout facile. Dans cette région, je viens pour les accompagner. Et comme le thème l'a dit, la motivation à l'école, ça fait tout, ça donne tout et ça encourage. Avec des résultats jamais atteints, les responsables de l'éducation de la région entendent maintenir le cap avec la motivation des acteurs. L'École nationale de l'élevage et de la santé animale a été créée pour assurer une formation initiale en santé animale et à la formation continue des agents du ministère en charge de l'élevage. Pour répondre aux exigences du moment, des projets de promotion du secteur de l'élevage ont été mis en place. Découvrons ces projets, c'est avec Estelle Judith Assoba. L'École nationale de l'élevage et de la santé animale a formé depuis sa création des milliers d'agents nationaux comme étrangers qui mettent leurs compétences au service de la santé des animaux et de celle des hommes. Au fil des années, le nombre d'étudiants croît et les locaux deviennent exigus pour les stagiaires. C'est dans le souci de répondre aux nombreuses sollicitations des candidats que ce nouveau bâtiment R+1 a été érigé. Ce qui a motivé la construction, c'est toujours dans le cadre du plan stratégique. Vous voyez, les NESA, ces locaux-là sont toujours là depuis des dizaines d'années. Les élèves sont à l'étroit, c'est dans l'inconfort. Donc il fallait d'abord améliorer le cadre, les conditions de vie et d'études des élèves. Et puis pouvoir accueillir d'autres filières, parce qu'il faut des salles de classe pour accueillir de nouvelles filières de formation. Entièrement financée par le gouvernement burkinabé, l'acquisition de cette infrastructure est le début d'une réponse aux préoccupations soulevées par les étudiants. Même si le directeur général a dit que le phénomène le plus rapide du monde reste vétérinaire, l'acquisition des financements ne va pas à la même vitesse. C'est pour cela que nous commençons par un bâtiment comme celui que nous venons de visiter et progressivement, leurs préoccupations vont être adressées par le ministère avec l'accompagnement de tout le gouvernement. C'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires qui accompagnent l'école pour nous permettre sur le plan académique et financier de lever ces contraintes-là, mais cela se fera de façon progressive et je pense que les élèves le comprennent également. Le nouveau bâtiment comprend 2 salles de conférence, un bloc pédagogique, des bureaux et 6 classes qui vont accueillir dès la rentrée prochaine des étudiants. Parmi ces perspectives-là, c'est l'ouverture des filières courtes, professionnalisantes, comme par exemple les ouvriers qualifiés en production animale, en bouche bovine, aviculture, production laitière, des ouvriers qualifiés en découpe et préparation des viandes, mais aussi des techniciens spécialisés afin qu'on puisse mettre à la disposition des acteurs des agents qualifiés à même de conduire les spéculations. D'une filière à son ouverture, cet établissement est passé aujourd'hui à 5. Les agents techniques d'élevage, les techniciens supérieurs d'élevage, les conseillers d'élevage, les techniciens de laboratoire et les aides laborantins. Mes ambitions, c'est bien sûr la création du cycle ingénieur à l'école. Je pense que nous avons reçu instruction donc, du gouvernement de commencer à travailler pour l'ouverture prochaine du cycle ingénieur et nous sommes là-dessus, bien sûr avec l'appui de nos partenaires de l'Europe et du Maroc. Tous ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique de développement de l'école et le vœu le plus cher du premier responsable est d'arriver à leur concrétisation. Malgré un démarrage précoce de la saison hivernale dans la région du Sahel, l'évolution des cultures est encore timide et présente des disparités à cause d'une irrégularité des pluies dans l'espace. Toutes choses qui inquiètent les agriculteurs qui cependant ne perdent pas espoir. Reportage de Vincent Kiendrebego et de Martin Ouedraogo. Entre inquiétude et espoir pour les agriculteurs de la région du Sahel, à cette campagne agricole après un démarrage précoce de la saison dans son ensemble. Dans les environs de Dori, on note une progression timide des cultures à la 2e quinzaine du mois de juillet en raison d'une irrégularité des pluies. Les plants de petits milles, principale culture, rasent encore le sol. Autre localité, autre réalité. À Sampelga, 45 km au sud-est de Dori, les champs présentent plutôt un bon aspect végétatif. Le mil est à l'étape de l'étalage sur un sol régulièrement humide. On y cultive également du riz dans les plaines aménagées à cet effet. On constate aussi par endroit et par commune une certaine hétérogénéité selon la culture et même d'une localité à une autre.
constater que nous n'avons pas fini, par exemple, les semis de céréales. Nous n'avons pas commencé les semis des légumineuses. Ailleurs, on a du mil qui est, par exemple, le cas présent ou le mil au stade d'étalage. Donc, ça fait une situation d'hétérogénéité assez prononcée. Une campagne hétérogène qui se généralise à travers les 4 provinces de la région selon les responsables de l'agriculture. Bon, d'une manière générale, sur tout l'étendue, il pleut un peu partout, sauf dans la partie est du Soum où il ne pleut pas tellement, vers Gorom, Déou et puis Tinakov, il ne pleut pas comme ce qu'on l'aurait souhaité. À Dori même, il ne pleut pas. Vous voyez même que la mare de Dori est toujours presque sec. Mais par contre, au Yara, il pleut suffisamment. Donc, comme on a dit, on a une certaine irrégularité de la pluie dans l'espace. Mais on est inquiet, mais on a beaucoup d'espoir. Cet espoir est fondé en partie sur les semences améliorées, dites résistantes à la sécheresse, mais aussi à cycle court, utilisées par les producteurs. De quoi permettre les cultures d'être dans les délais de la saison. Le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a organisé la première session ordinaire de l'année 2014 du programme de restructuration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Nyofula Douna. Ce mercredi 16 juillet 2014 à Banfora, au cours de ces échanges, le comité de pilotage du programme a passé en revue les difficultés rencontrées dans l'exécution du programme d'activité de 2013 sur la plaine aménagée de Nyofila Doula, formuler des recommandations et proposer des solutions en vue de résoudre les questions d'insécurité alimentaire et de pauvreté dans la Léraba. Le reportage est de Draman Kaboré et de Simplice Baro. La tenue de la première session annuelle du programme de restructuration et de mise en valeur de la plaine aménagée de Nyofila Douna est l'occasion pour les responsables du ministère en charge de l'eau et des aménagements hydrauliques de faire le point des activités entreprises depuis la réhabilitation du périmètre irrigué. 6 mois après l'adoption du plan de travail et du budget du programme, le département de l'eau et ses partenaires y ont fait de nombreux investissements. Il s'agit notamment de la réhabilitation du barrage et du périmètre irrigué, de l'étude pour l'extension de 1000 hectares du périmètre et de l'acquisition de matériel agricole au profit des producteurs. Il faut savoir que sur cette plaine, il y a environ 1227 producteurs, dont 475 femmes qui exploitent la plaine. Et on a constaté effectivement qu'il fallait renforcer les capacités de ces acteurs-là pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui sont entre autres l'accroissement des rendements agricoles des variétés qui sont produites sur la plaine. Il y a également l'accroissement de la productivité et bien sûr, partant de là, l'accroissement de la capacité des acteurs en ce qui concerne. Le comité de pilotage du programme de restructuration de la plaine aménagée de Nyofila Douna va donc s'atteler à définir les priorités à venir et établir le suivi-évaluation du programme. Et disons que le comité de pilotage est un moment, c'est un espace qui permet de parler des grandes lignes, des grands points qui ont trait justement au fonctionnement de ce programme. La province de la Léraba bénéficie d'une pluviométrie assez régulière, ce qui fait d'elle une zone à forte potentialité agricole. En plus de cela, la plaine irriguée de Nyofila Douna permet à bon nombre de producteurs de la région des Cascades de pratiquer la culture de saison sèche et sortir de la pauvreté. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme a procédé le 18 juillet 2014 au lancement de la campagne de vulgarisation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme dans les 12 régions. Dans les 12 chefs-lieux de région du Burkina Faso, à Dédougou, l'élaboration des schémas a été financée par la Banque mondiale. La cérémonie a réuni les différents acteurs du domaine. Elle était placée sous le parrainage du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Le reportage, lui, est signé Francis Tien. Les autorités de Dédougou disposent désormais d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme pour la cité de Bankoui. Le document comporte les grandes orientations de développement de la ville à moyen et long terme. Une projection a permis aux différents acteurs de savoir plus sur son contenu. Un plus qui vise à faciliter sa mise en œuvre. On peut élaborer un schéma, mais pour veiller donc à son application,
il faut aller donc dans un processus de porter à la connaissance des éventuels aménagistes ou de ceux-là qui réalisent des infrastructures le contenu. Et le gouvernement nous a instruit donc d'organiser des sessions de vulgarisation de ce schéma. D'après le premier responsable du ministère de l'Habitat, le référentiel a été élaboré à base d'une approche participative pour une meilleure prise en compte des avis des différents acteurs. Pour que l'application du schéma soit un succès, le département du ministre Yacouba Bari a prévu un plan de suivi. Nous avions pris un arrêté pour mettre en place des comités de suivi dont pour les capitales régionales, le président et le gouverneur qui représentent l'État, avec donc la participation donc du maire de la commune, les membres du conseil régional, pour pouvoir donc, avec un certain nombre de services techniques qui sont membres, et ils ont pour mission de veiller donc au suivi. Pour le parrain et ministre de l'aménagement du territoire, le nouveau document sera une boussole pour les acteurs de la décentralisation. Tout en saluant l'initiative, le maire de Dédougou espère qu'elle permettra de prévenir les conflits liés à l'aménagement et à l'urbanisme. C'est un document de planification. Vous savez que vous voyez la ville de Dédougou est en train de s'agrandir. Et d'ici 2015, vous n'allez plus reconnaître la ville. Et pour que nous puissions travailler d'une manière responsable, il faut un plan. La campagne de vulgarisation du document se poursuivra dans les 11 autres chefs-lieux de région du Burkina Faso. La journée internationale Nelson Mandela a été célébrée à Banfora en différé le samedi 19 juillet 2014. Plusieurs manifestations ont ponctué l'événement, dont une conférence publique sur la vie de l'homme et des dons à 2 orphelinats. Organisé par le RECIDEC, le réseau Citoyenneté et Développement des Cascades, le Mandela Day dans la cité du paysan noir a eu pour parrain le ministre de la Communication Alain-Edouard Traoré, porte-parole du gouvernement. L'événement s'est tenu dans la dynamique des manifestations mondiales, entrant dans le cadre de la date de naissance du premier président de l'Afrique du Sud post-apartheid. Le reportage est signé Simplice Barreau. En choisissant de plancher sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela, les réseaux Citoyenneté et Développement des Cascades RECIDEC veut inculquer à la jeunesse les valeurs que défendait l'ancien président d'Afrique du Sud. En effet, Mandela, après avoir été dans les geôles du régime de l'apartheid pendant 27 années, a prôné après sa libération en février 1990 la réconciliation entre les Noirs et les Blancs. Il est surtout considéré à travers le monde comme une icône de la démocratie et de la paix. Ces valeurs qui peuvent servir de guide pour la jeune génération. À ces jeunes-là, nous avons essayé d'expliquer comment Nelson Mandela fut un héros pour les Africains, a mené une vie exemplaire et qui a incité et sensibilisé les Africains à plus de responsabilités, à plus de partage, à plus de dons de soi, à plus de pardon et à plus de solidarité. Le message de Mandela a reçu des oreilles attentives à Banfora. Le Mandela Day peut être considéré comme une leçon de vie. À partir de ce jour, j'essaie vraiment de comprendre les gens, de comprendre mon entourage, vraiment de faire peut-être des sacrifices, donner peut-être des choses partagées avec les gens, ce que j'ai. S'inscrivant dans la philosophie du Mandela Day, à savoir consacrer 67 minutes de son temps à rendre service à la communauté, le RECIDEC a fait parler son cœur. C'est ainsi qu'ils ont fait des dons dans 2 orphelinats et donné cette conférence ce soir sur la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Il s'agissait de l'orphelinat Africa Tilé et de l'association REMA. C'est en 2009 que l'UNESCO a proclamé la journée internationale Nelson Mandela qui est célébrée le 18 juillet de chaque année. Cheikh Abderrahmane Démé, spécialiste du tafsir, c'est un analyste pluridisciplinaire du Saint-Coran, était à la grande mosquée de Ouagadougou pour la prière du vendredi. Après la prière, Cheikh Démé est allé prêcher la paix et l'amour du prochain à son domicile. Des bénédictions ont été également faites à l'endroit des fidèles présents et au peuple burkinabé tout entier. Le reportage de Diara et de Claudine Bikaba. Cheikh Abderrahmane Démé rejoint son domicile après la prière pour une partie de prêche et de bénédiction. Tu es musulman, tu n'es pas musulman. C'est un mois, c'est pour tout le monde. Ce mois de carême, je viens vous dire, ce mois de carême, Dieu l'a descendu, Ancien Testament, que nous on dit Taurat. Et puis le Taurat, c'est le mot hébreu. Hébreu là, ça veut dire que la loi. On dit Injil, c'est descendu au mois de carême.
le mois de Carême, c'est descendu au mois de Carême. Nous, l'Injil, on dit Nouveau Testament, mais c'est Syriania. Syriania, Injil, ça veut dire que la joie. Coran, c'est arabe, mot arabe. Ça veut dire que le savoir. Nous, maintenant, si les gens de Injil, les gens de Ancien Testament, Nouveau Testament, Coran, sont mis ensemble et puis faire les doigts au mois de Carême, je crois que Dieu va exaucer notre doigt. Cheikh Démé prêche l'amour du prochain et la paix au Burkina Faso. Il interprète également les paroles du Coran, ce qui lui permet de découvrir le Coran sur plusieurs dimensions. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Cheikh Démé. Mais ça, c'est vraiment l'ultime. Parce que Cheikh Démé, lui, c'est le Coran entier. C'est l'homme qui a le Coran entier en lui grâce à Dieu et c'est un don qu'il a. Cheikh Démé a fait ses études aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Il a reçu son diplôme en tafsir et en droit islamique, spécialiste en héritage. Et puis, ambiance particulière ce vendredi dans la cité de Garango. C'est dans le centre-est à l'occasion des rites traditionnels appelés le sacrifice du Boulgou, du nord de cette colline qui a donné son nom à la province. C'est un rendez-vous annuel attendu par plus d'un Burkinabé et bien d'autres personnes qui viennent d'ailleurs solliciter prospérité, santé et protection auprès des génies de la colline du Boulgou. Une journée d'émulation et d'évocation dans ce reportage que vous propose Daniel Kambo. Une foule des grands jours pour une procession vers le Boulgou qui aura duré plus de 5 heures d'horloge avec des étapes. Point de départ, la déventure du palais royal de Sa Majesté Naba Koum de Garango, puis vient le moment des premiers sacrifices en ces lieux dans la cour royale. Tombe du grand-père Naba Saga, Garango, on fait d'abord un premier sacrifice là-bas pour demander la route. Il y a le Boulgou annexe aussi qui est à côté là-bas. Il fait ça avant d'aller maintenant sur le Boulgou. La marche vers le Boulgou se fait à pied. C'est les tambourineurs qui rythment le pas accompagnés de chants. Durant tout le temps que va durer la cérémonie, le chef est soumis à des obligations. Devant l'autel du Boulgou, lieu du sacrifice par exemple, il devra ôter son bonnet et son fauteuil de roi est remplacé par une grosse pierre. Après ici, le sacrifice du Grand Boulgou, on se rend sur le lieu de sacrifice de Narem. On appelle ça Narem, c'est-à-dire la vieille qui doit veiller sur tout le monde et qui doit prendre le vœu de tout le monde pour transmettre au Boulgou pour exaucer. Et après cette étape-là, il y a la dernière étape qu'on appelle Kinima. Kinima, ça c'est un fétiche, un guerrier qui combat tout, qui contre tout mal qui doit venir. Même au Burkina Faso aussi, il a la possibilité de contrer. Voilà, c'est ce qu'on appelle Kinima. C'est celui-là le sacrificateur du jour, le Saman Naba. Il est le plus important devant l'autel, puisque c'est lui qui reçoit les présents que chacun apporte au Boulgou et est chargé de les immoler. Ces moments sont attendus chaque année par de nombreuses personnes, dont des Burkinabés et des gens venus d'ailleurs. Chacun y vient solliciter la protection du Boulgou et demander ce qui lui tient à cœur. Il y a un esprit qui a quitté le Boulgou et est venu se marier à moi là-bas, au Ghana où je suis. C'est pourquoi chaque année, je viens honorer le Boulgou. Je pense que les personnes se battent pour garder leur culture et que c'est essentiel dans le fondement d'une société de pouvoir regarder de d'où on vient pour savoir d'où on est. Et tout ce qui est maintenu dans les traditions, tout ça, c'est une richesse pour les gens d'ici, mais aussi pour les gens qui découvrent ça d'ailleurs. Je suis venu avec un œuf pour venir signer un pacte avec la puissance de Boulgou pour que cette année, en tout cas, c'est mon deuxième album. Si c'était vraiment un album de succès pour moi et que je suis vraiment très content et que j'ai eu des revenus
l'année prochaine, je viendrai pour les honorer avec ce qu'ils me demandent. Difficile de connaître le nombre de poulets et d'animaux immolés tant l'exercice aura duré et sans répit. Qu'à cela ne tienne, le retour du chef dans son palais marque la fin des rites. Voilà, après cette étape-là, on doit repartir sur le boulot encore, dire que voilà, on est venu à la dernière étape-là et que tout s'est bien passé. On doit repartir le remercier, voilà, le remercier encore avant de rentrer et puis encore et donner rendez-vous à la population maintenant pour que l'année prochaine, nous trouvions en très bonne santé et que le boulot vraiment continue maintenant à veiller sur les populations. Voilà, donc beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, surtout vraiment des plus abondantes. Et la paix pour mon pays et le Burkina Faso, et puis maintenant mon village, le Garangou en particulier. Voilà du sport à présent pour clore ce journal. Le Kenya Robert Kiptu, nouveau roi de altitude Naouri. L'athlète est venu à bout du pic Naouri qui culmine à 447 mètres en 1h19 minutes 36 secondes. Robert Kiptu remporte ainsi l'épreuve de 2014 devant plus de 500 athlètes venus de plusieurs horizons. Le reportage de Abdoulaye Kabore. Plus de 500 athlètes venus entre autres du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Maroc, du Kenya, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, prêts à prendre le départ de la 6e édition d'Altitude Naouri. Et c'est parti. La succession de Séverin Ouedraogo, vainqueur en 2013, est ouverte. Les athlètes comptent dans leur rang l'alpiniste marocain de renommée mondiale Nasser Ibn Jalil. Le champion 2012 d'Altitude Naouri, le Kenyan Robert Kiptu, est bien là. Il dirige d'ailleurs le semi-marathon de 21 km qui mène au pic d'altitude 447 mètres. Hormis Robert Kiptu qui tient en respect les autres concurrents, la lutte est âpre entre le reste des athlètes. À quelques centaines de mètres du pic, la décantation est nette. L'épreuve tant redoutée, mais tant appréciée commence. La montée au sommet de cette gigantesque élévation rocheuse naturelle, le pic du Naouri. Robert Kiptu, comme requinqué par la vue de ce défi, se lance à cœur joie, car le sésame se trouve au sommet. Il vainc les obstacles et se hisse le premier au fait en 1h19 minutes 36 secondes. Mon secret, c'est l'entraînement. Je me suis bien préparé, c'est pourquoi ma victoire a semblé facile. Il est suivi quelques minutes plus tard par le Togolais Kakomisa Midawa. Le premier Burkinabé à accéder au sommet est l'étudiant Yacouba Sissé en 1h26 minutes 10 secondes. La première dame à relever le défi est la béninoise Ifyutu Tempa Odette. Elle réalise une performance d'1h48 minutes 24 secondes. Le promoteur Wezen Louis Oulon ne cache pas son satisfait. Satisfait de la participation, 500 athlètes, on n'avait jamais enregistré un tel record. Satisfait aussi de la qualité et du nombre de pays qui participent cette année. On a vu émerger des Togolais qui ne semblaient pas être vendus cher et qui ont vraiment montré qu'ils ont vraiment du talent. Quand vous faites quelque chose qui réussit, en général, vous n'arrêtez pas. Donc ce qu'on compte derrière, c'est bien entendu que CBAO soit connu à travers l'Afrique. Robert Kiptu, vainqueur de l'épreuve, recevra son prix d'une valeur de 500 000 francs CFA, ainsi que les autres lauréats au cours de la cérémonie de récompense Altitude Naouri, aujourd'hui même en direct dans le jardin de la télévision du Burkina. Toutes les équipes qui ont réalisé le 20h cette semaine, je joins à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Et nous sommes dans le mois sacré du Ramadan. Allah et salam. Je souhaite la paix à tout le monde. Bonsoir, au revoir, salam alaikum, à bientôt.